De retour donc sur ce module d'introduction à la gestion des ressources humaines. Nous voici donc sur le chapitre 4. L'objectif de ce chapitre est de comprendre comment procurer à une organisation les effectifs, les qualifications et les compétences dont elle a besoin. Ce chapitre vise à ajuster les ressources humaines aux besoins de l'organisation au travers du recrutement et de l'intégration, de la séparation et du suivi des mouvements du personnel. Alors, dans ce chapitre, 3 gros points vont être abordés et seront axés sur la politique d'emploi. Nous parlerons de recrutement. Nous parlerons ensuite de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et enfin, nous parlerons de la gestion donc de la mobilité et des carrières. Quelques références clés, comme d'habitude dans les différentes références que nous avons utilisées, ont été exposées au début de ce cours, en fait, les différents ouvrages. Voilà. Alors, très rapide pour commencer, hein. Nous allons commencer avec le processus de recrutement. Donc, l'image qui est là a été piquée quelque part, mais semble assez sympathique, visiblement. Concernant donc le recrutement, c'est vrai, vous trouverez probablement dans un dictionnaire que le verbe recruter signifie amener ou permettre à quelqu'un ou amener à faire partie d'un groupe, d'un collectif, que ce soit une association, un parti, une entreprise ou autre, toute forme de regroupement d'individus. Dans ce sens-là, on vous a évoqué ce problème d'organisation au semestre 1. Ainsi donc, lorsqu'une organisation juge utile de créer un poste de travail, de le maintenir ou même de le transformer, il se lance dans la recherche et le choix entre divers candidats. Nous parlerons alors de processus de recrutement. Alors, ce processus important pour l'organisation a 2 volets, distincts mais complémentaires. D'abord, il y a le volet individuel, puis le volet collectif. Individuellement, le processus de recrutement doit permettre de mettre en relation un besoin et un profil adapté. Il assure ainsi l'adéquation entre un poste, c'est-à-dire un besoin, et un individu, c'est-à-dire donc un profil. Collectivement, le recrutement implique une modification des effectifs, des compétences et ou, on va dire, de l'âge, etc., d'une organisation. Donc, la pyramide des âges, la pyramide des anciennetés, tout ça va être amené à être bouleversé. Ainsi, donc, le recrutement d'un individu peut participer de stratégies plus globales. Quand on parle de stratégie ici, ça peut être par exemple pour rajeunir la population globale d'une entreprise, monter en compétences, prendre un virage technologique, tout ça à la fois. Alors, pour engager, on va dire, un recrutement, un processus de recrutement, il est essentiel de partir de la définition précise du besoin. C'est une démarche méthodologique qui consiste à rechercher de façon organisée les candidats externes et de déterminer les profils les plus adaptés au poste que l'on cherche à pourvoir. Étant donné que c'est un processus, 5 étapes ici, enfin, globalement, sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il est vrai que vous retrouverez dans certaines références, certains livres, euh, plusieurs étapes, hein, peut-être 7 étapes, 8 étapes. D'autres fois, vous retrouvez simplement 4 étapes. Mais étant donné que c'est un processus, il y a des étapes vraiment clés que l'on peut retrouver. Parfois, il arrive que l'on regroupe certaines étapes ou que l'on soit amené à sauter certaines étapes pour différentes raisons. Mais globalement, vous pouvez retrouver 5 étapes, globalement, dans sa mise en œuvre. D'abord, l'identification du besoin. Vous avez ensuite le profil du candidat. Alors, profil du candidat ici, donc à identifier, bien sûr. La recherche des candidatures. La sélection des candidats. Et enfin, il faudra donc, une fois donc la décision d'embauche prise,
faudra donc intégrer les candidats. Alors, on peut se permettre éventuellement d'aller un peu plus en détail si l'on veut. L'identification du besoin. L'identification du besoin. Le besoin de recruter se manifeste dès lors qu'un poste n'est pas pourvu. C'est une réalité. Il n'est pas pourvu ou ne devait être créé ou autre. Il peut être ponctuel. Alors, ponctuel, ça veut dire remplacer quelqu'un qui part en congé maternité ou autre, ou parce qu'il y a un accroissement d'activité ou tout autre changement qui nécessite un besoin. Voilà. Ça peut être très ponctuel, ou alors ça peut être quelque chose vraiment de définitif. Définitif, ça peut être là, on crée un poste, ou on va recruter quelqu'un sous un format à indéterminé ou très long, on va dire recrutement par CDI, contrat à durée indéterminée, ou autre. Alors, le recrutement s'appuie sur une étude des besoins en volume, c'est-à-dire en volume, ça veut dire le temps nécessaire, est-ce que ça va être un temps plein ou un temps partiel, sur combien de postes on a à exprimer le besoin, et aussi et surtout, on va dire, un type de compétences, c'est-à-dire les qualifications nécessaires, le profil du poste, voilà, les formations que la personne doit avoir à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'analyse du poste doit nous permettre une description précise des caractéristiques d'un emploi et des conditions générales de son exercice. On va rentrer dans quelques détails pour voir à l'issue de la phase d'identification du besoin ce qu'on peut être amené à élaborer. Alors, deuxième élément que l'on va retrouver ici, c'est le profil du candidat. Alors, le profil du candidat ici s'intéresse à quoi? C'est-à-dire qu'à partir de la définition du poste, qui est en haut, on va extraire ce qu'on appelle l'ensemble des qualités nécessaires pour occuper le poste, ce qui permettra donc d'identifier qui rentre dans ces cases-là. Donc, d'identifier le profil du candidat idéal. Alors, le profil du candidat va donc être caractérisé en termes de formation, expérience, compétences, qualité personnelle, enfin, pas qualité personnelle, on entend ici autonomie, goût du contact, relationnel, facilité de communication, ainsi de suite, ainsi de suite. La motivation, donc voilà, la personne doit montrer qu'elle a envie et qu'elle a envie de nous rejoindre, de travailler avec nous. Et aussi, de capacité à s'intégrer, puisque travailler en équipe suppose donc de pouvoir savoir faire avec les autres, rester dans son coin et vouloir travailler uniquement. Même les geeks aujourd'hui qui sont censés être réputés travailler dans leur coin aujourd'hui savent très bien qu'à un moment donné, il faudra communiquer avec les gens qui vont recevoir donc les éléments qui vont produire en fait, donc, ainsi de suite. Donc, les capacités, qualité personnelle aussi, on doit mobiliser un ensemble d'éléments. Si par exemple, si c'est un poste à l'international ou qui va mobiliser des échanges avec l'international, il faudra aussi prendre en compte la langue. S'il faudra se déplacer, il faudrait voir aussi les permis de conduire ou pas. Un ensemble de choses que l'on doit mobiliser. Donc, le profil de poste doit pouvoir lister un ensemble de choses claires qui permettent donc de ne pas trop se tromper et de pouvoir rechercher au mieux. Plus le besoin est identifié clairement, plus le profil du poste est clair et à ce moment-là, on n'a pas à trop se tromper dans les décisions futures de sélection de ces candidats-là. Alors donc, une hiérarchisation des caractéristiques mises en avant par le profil du candidat sera nécessaire, bien évidemment, pour assumer correctement la fonction. Bien évidemment, selon les caractéristiques indispensables. Par exemple, si on a dans le passé voir qu'il y a des absences rédhibitoires sur la personne ou sur le poste, si on a remarqué que c'est un poste sur lequel les gens qui étaient recrutés avant étaient souvent absents, on va chercher à d'abord voir la question de l'absentéisme et savoir pourquoi les gens qui sont sur le poste sont ou absents ou souvent disparaissent ou démissionnent. Ça permet réellement de pouvoir mieux préparer le profil et donc savoir réellement ce que l'on cherche concrètement et ce sur quoi il faudra insister lorsque l'on sera en face des candidats potentiels, enfin, ceux qui n'auraient trié à première vue. Ensuite, les caractéristiques importantes et souhaitables, notamment des caractéristiques comme par exemple quelqu'un qui a un bon relationnel, quelqu'un voilà, qui puisse vraiment s'intégrer facilement ou faire des choses, on pourra intégrer ça progressivement. Concrètement, ce qu'on me dit par là, c'est quoi? C'est qu'il y a des caractéristiques indispensables. Il faut absolument que la personne sur le poste puisse, par exemple, ne pas être absent ou autre. Et ensuite, on va classer après avec ce qu'on appelle les caractéristiques importantes, vraiment importantes ou souhaitables. Alors, importante, souhaitable, ça veut dire qu'on veut ça, mais voilà, si la personne n'a pas ce profil, on va voir s'il y a autre chose qui, voilà, qui peuvent être valorisées ailleurs.
Alors, ce travail de définition du poste ou du profil est important et servira vraiment pour conduire le recrutement, puis plus tard, bien évidemment, pour l'évaluation du personnel, puisqu'il y a une fiche de poste qui va être établie. À l'issue de cela, donc, quand la personne est recrutée, elle sait ce qu'il y a à faire et on verra plus tard dans le chapitre sur la valorisation. Il y a une évaluation qui est faite pour savoir réellement où en est le candidat, s'il faut le former, enfin, la nouvelle recrue qui est donc devenue salarié ou collaborateur. Est-ce qu'il faut former la personne? Est-ce qu'il faudra faire autre chose? Ainsi de suite. Ce sur quoi il faudra insister des fois d'après. Donc, cela permet donc de clarifier un certain nombre de choses. Et c'est vraiment très, très, très important de prendre en considération ces différents éléments-là dans l'évaluation, dans les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est le chapitre, enfin non, le point 2 de ce même chapitre qui va suivre. Et on voit bien qu'il y a une cohérence dans la politique d'emploi. Ensuite, il faudra rechercher les candidats parce qu'on sait maintenant ce qu'on veut. Il faut aller trouver maintenant les gens qui nous intéressent. C'est ce qu'on appelle en anglais encore le sourcing, en fait, en recherche des candidatures. Alors, la recherche de candidatures peut être diverse. Ça peut être interne ou externe. Ça peut être à distance ou à proximité. Donc, ce qu'on entend par là, c'est je connais quelqu'un ou un piston, mais vrai, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire les choses, mais comme on le connaît déjà, qu'on a un réseau relationnel dans ce sens, ce qu'ils appellent capital social, effectivement, il faudra également prendre cela en considération. Si le recrutement est en interne, alors les modalités d'accès aux candidats se feront via une diffusion dans l'organisation, ce qu'on appelle appel à candidature, dans l'affichage, les fiches ce qu'on voit dans les couloirs ou autres, à côté des agendas ou des calendriers. Généralement, c'est pour voir un peu s'il y a des hauts potentiels qu'on peut faire évoluer un peu, par exemple, d'agent de maîtrise à manager de proximité, ce genre de choses. Donc, le courrier interne peut indiquer aussi ça. Attention, il y a tel nombre d'offres. Dans 2 mois, on aura besoin de quelqu'un qui soit ça, qui ait telle ou telle caractéristique. Donc, s'il y a déjà des gens dans la maison qui aimeraient évoluer et s'ils sont intéressés par ce poste, ils pourront se manifester facilement. Donc, comme on connaît déjà les gens, il n'y aura plus de problème au niveau de l'intégration globalement. Donc, il y aura simplement à s'assurer que la personne a vraiment les compétences voilà, que l'on cherche sur la chose, ainsi de suite. On peut mettre ça aussi en intranet ou bien par mail aux gens directement quand on communique avec les gens qui sont déjà collaborateurs de la boîte. On gagne beaucoup de temps. Il peut aussi se faire par candidature spontanée ou par cooptation. Alors, un chef qui dit, ah ben tiens, il y a tel élément, j'ai mon collaborateur là, il est bon, il peut être bien, c'est ça. Donc, si jamais vous avez un besoin comme ça, n'hésitez pas à m'en parler, je vais lui dire parce que lui, il semble avoir vraiment les histoires de suivi des hauts potentiels, les revues de potentiel, des choses comme ça que l'on peut retrouver. On va revenir un peu sur ça. Donc, ça peut être la nomination d'un membre nouveau dans un collectif par les membres qui en font déjà partie, ou alors par parrainage. Ça fonctionne aussi par parrainage. Donc, on peut, c'est-à-dire qu'il y a un chef qui va apporter un soutien à une personne ou à une autre qui aspire à obtenir le poste. Alors, comment on peut distinguer la cooptation ici du parrainage? C'est-à-dire que j'ai parlé de cooptation, c'est-à-dire qu'on dit, ah ben tiens, il y a telle personne qui est très bien, qui peut faire le job, alors que le parrainage, c'est, il va voir, le parrain dit, ben, j'aimerais bien que vous me souteniez pour valider mon propos. Donc, ça peut être une lettre de recommandation ou quelque chose comme ça. Tandis que la cooptation, ce n'est pas seulement la recommandation, c'est surtout qu'on met en contact des gens et on fait en sorte de valoriser simplement la personne. Il y a la question de l'insistance en fait, que l'on peut prendre en considération ici. Alors, si le recrutement est plutôt en externe, la diffusion se fera donc vers l'extérieur par le biais des différents moyens que l'on dispose, le biais d'organismes officiels comme par exemple sur Pôle emploi, l'APEC. L'APEC, c'est vraiment pour les cadres et puis dans le domaine un peu agricole ou autre, la PECITA, des choses comme ça. Il peut aussi se faire par annonce, donc dans la presse. Bon, ça se fait moins maintenant avec la presse papier, mais avec la presse Internet, on peut voir ça. Donc, il peut se faire par annonce, presse, Internet, via les sites spécialisés comme les job boards. C'est vraiment des sites qui sont spécialisés. Les réseaux institutionnels, donc ça peut être les réseaux professionnels, associations d'anciens étudiants, des galas, vous voyez, c'est genre de réseaux que l'on se crée aussi. Les relations avec les établissements de formation. Donc là, si vous avez un chargé qui va communiquer souvent avec les établissements, ce qu'on appelle les primo-entrants, ceux qui viennent d'avoir un diplôme et qui doivent occuper leur premier poste dans le cadre de cette formation, on les appelle les primo-entrants. Donc ça, eux, ils peuvent être aussi considérés. Lorsque le recrutement est en externe, il peut également se réaliser via des portefeuilles de candidats déjà constitués avec les candidatures spontanées ou bien reçues au cours de la précédente campagne de recrutement, ou encore des fichiers achetés à des cabinets spécialisés, ou encore une approche directe, ce qu'on appelle le démarchage de jeunes diplômés
lors des forums emploi, avec des chasseurs de tête. Hein. On a vu ça dans le forum de métier de la dernière fois. Il y avait une chasseuse de tête en RH qui a pu vraiment bon, faire son témoignage. On a pu le voir également. Cela peut être des relations personnelles. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de cooptation, parrainage ou autre. Donc, clairement, on peut voir ici, c'est que parfois, il y a des cabinets qui ont des noms. C'est souvent ce qui peut arriver, par exemple, dans les cabinets des boîtes d'intérim. C'est-à-dire, la boîte d'intérim, vous déposez votre candidature et quand il y a un besoin, ils peuvent vous appeler. Donc, l'idée ici, c'est qu'ils ont déjà ce qu'on appelle un vivier de candidature et il s'agissait simplement de mettre en relation les gens pour aller plus loin dans la démarche donc, d'appréciation. Cela permet réellement de gagner surtout du temps dans le processus et aussi de pouvoir ne pas être complètement perdu, comme on dit. Donc, la mise en place des moyens de recrutement va dépendre surtout de la taille de l'entreprise, du type de recrutement, donc ça peut être interne ou externe, voilà, des critères du poste, donc on va tenir compte de la formation des gens dont on a besoin, les expériences. Vous voyez, la fiche de poste va être importante à ce niveau-là, de l'expérience, de la prise en charge du recrutement. Donc, si on fait une externalisation ou une internalisation, si on le fait en interne ou si on confie à un cabinet externe pour faire le service. Hein. Donc, l'internalisation ici, c'est soit la hiérarchie, généralement, c'est cooptation, parrainage ou autre, ou alors les services RH, ou alors l'externalisation va concerner bien évidemment les cabinets voilà, de recrutement. Mais les moyens les moyens de recrutement aussi vont dépendre de l'urgence du poste. Si on a besoin de recruter quelqu'un très vite pour remplacer quelqu'un qui est malade alors qu'il y a une ligne de production et qu'on ne peut pas se permettre de faire, on va avoir rapidement une boîte d'intérim pour faire des remplacements. Donc, effectivement, de l'urgence de poste, on ne peut pas passer par toutes les étapes, faire beaucoup d'entretiens. Des fois, on va très vite, on coupe certaines étapes. Donc, de l'état du marché du travail aussi, si on est dans un secteur où c'est un peu tendu, où on recrute moins, vous vous souvenez de votre cours de PPPS1 où j'ai montré un graphique où montrait un petit peu les métiers en tension, où en fait on a du mal à recruter alors qu'il y a le besoin. Donc, il y a ça aussi un élément à prendre en considération. Il y a également l'image que veut donner l'organisation. Donc, si c'est une organisation qui travaille bien, qui attire des talents et qui a une très bonne notoriété, fait une bonne image, forcément, ça va attirer beaucoup de candidats, donc il y aura du monde. Maintenant, si c'est une entreprise où on a l'impression d'être un peu esclavagisé ou autre, enfin, d'être maltraité, enfin, en termes d'implication, il y a un problème. Les gens ne sont pas satisfaits quand ils vont travailler dans cette organisation. Effectivement, il y aura moins de candidatures et forcément, l'organisation va prendre en considération ça pour pouvoir avancer. L'objectif, globalement, est de recevoir un maximum de candidatures qui correspondent au profil souhaité. Comme ça, on peut faire le tri et donc sélectionner celui qui correspond le mieux possible. Alors, on n'a jamais un profil idéal parfait, mais des fois, ça peut se sentir, comme on le dit, comme ça. Alors, cette phase de campagne permet d'identifier des cibles, de faire ce qu'on appelle une sélection des médias. Donc, dans le sourcing, en fait, on va savoir les voies. Dans les médias, c'est toutes les voies de communication, les moyens que l'on peut utiliser pour vraiment choisir le candidat, comme on dit. Non, de positionner son annonce afin d'être sûr qu'on va attirer le plus de monde possible et recueillir ce qu'on dit un petit peu. Donc, de rédiger le test de l'annonce et de faire le suivi des résultats de la campagne. Alors, il est important de pouvoir suivre l'efficacité de la procédure retenue. Donc, c'est dans un coup comme le pilotage des RH ou alors contrôle de gestion des ressources humaines que cet élément est vraiment très important et ça permet vraiment d'avancer parce que ça permet de voir si on a fait mieux, donc de pouvoir anticiper sur les fois à venir, comment faire mieux, comme on dit. Alors vient une phase importante. Alors, bien évidemment, je ne rentre pas trop dans ces détails, c'est pour les gens qui feront vraiment une option ressources humaines ou une licence pour ressources humaines. Ils auront vraiment tous les détails dedans. Ceci dit, dans les TD, je fais venir deux TD où enfin, j'aborde des problématiques intéressantes. Déjà, sélection des offres. Je vais aussi vers la partie un petit peu évaluation du coût d'un recrutement, ce qui est important puisque ça se fait moins dans les coûts de GRH en général. Et puis, surtout de la question des problématiques connexes, notamment la diversité ou autre. Je crois que j'ai un TD aussi sur ça qui permet vraiment de pouvoir évoquer cet aspect de la chose. Donc, on parle de la sélection ici. Alors, la sélection, en soi, l'objectif de la phase de sélection est de choisir le bon candidat. Donc, cela nécessite de limiter les incertitudes autour du choix et d'améliorer le pronostic de réussite forcément professionnelle. Comme vous avez vu, hein, il y a relation entre cette phase-là et les autres phases. Si on a loupé quelque part quelque chose au niveau de l'identification du besoin ou de la recherche de la candidature, cela peut vraiment freiner ce qui se passe là-bas, ce qui se passe dans cette phase-là ici. Si on n'a pas beaucoup de candidats
on choisit voilà, ce qui est, comment on dit, je ne sais pas si l'expression le moins pire, mais le moins pire n'est pas forcément toujours ce qui est intéressant, hein. Si on doit forcément choisir entre la peste et le choléra, des fois, on choisit, euh, je dirais, le choléra. Et pourtant, les deux sont des mots, hein, qui peuvent poser grandement des problèmes. Alors, pour revenir donc à notre cours, donc de nombreux outils sont mobilisés dans l'aide à la sélection de candidats. Ces outils ont un rôle vraiment de légitimation, même si la sélection comporte toujours une part de subjectivité. Je vais peut-être rapporter un témoignage d'une vidéo, je crois, où on dit que dans la sélection, c'est qu'il y a un moment où le recruteur sent qu'avec celui-là, ça va le faire. Et pourtant, ce n'est pas sur le papier forcément la personne qui a le profil le plus adapté. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas fait les grandes écoles que l'on choisit ou qu'on voudrait, il n'a peut-être pas fait la bonne formation, la formation la plus précise et tous les détails. Il y a peut-être dans des profils où des gens quasiment sont rentrés dans toutes les cases, hein, je peux vous le dire. Clairement, j'ai déjà été sur des postes moi-même et où effectivement, je croyais être vraiment à 100% dans le poste, dans le profil, quoi, ce qui est demandé quasiment lettre pour lettre, et vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas sélectionné. À l'entretien, vous vous dites que ça va le faire, et vous vous rendez finalement compte que finalement, ça ne l'a pas fait. Donc, c'est des choses qui existent, hein. Donc, les principaux outils de sélection vont être voilà, l'analyse de CV, de la lettre de motivation. Il arrive effectivement que des méthodes pas très scientifiques, mais attention, pas interdites, soit utilisée, notamment la graphologie. La graphologie, c'est une méthode qui est utilisée anciennement. Je pense que ça se fait encore si jamais des entreprises demandent de faire une lettre de motivation manuscrite. Ça veut dire qu'ils veulent voir comment vous écrivez. Et donc, la graphologie, c'est un peu ça. La graphologie émet, par exemple, l'hypothèse qu'il y a un lien entre la personnalité et l'écriture. Donc, selon la manière dont vous écrivez, on peut dire si vous avez les lettres trop droites, les I inclinées ou les L trop inclinées, le E qui est trop gros, ainsi de suite. À partir de là, on définit une certaine personnalité. Alors, personnalité, par exemple, ça peut être si vous avez trop de marge à gauche, on vous dira que vous manquez un peu de confiance en vous-même. On va dire si vous laissez trop de marge en haut et en bas, on va dire que vous devez prendre des précautions. Enfin, ce genre de choses, on déduit des choses. Ce n'est pas très scientifique, hein. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé, mais c'est encore utilisé. Il faudrait faire attention à ces différents éléments-là. Donc, on peut utiliser aussi comme autre méthode dans les entretiens, et là, on le fait beaucoup parce qu'il peut y avoir plusieurs entretiens selon bien évidemment la boîte ou le cabinet. L'exemple de la diapo qui suit va vraiment nous conforter dans cette affaire-là. Donc, on peut faire beaucoup d'entretiens et parfois, on fait des tests. On vous met devant un ordinateur ou autre et vous faites des tests. Mais ça peut aller plus loin encore. On peut faire des simulations, ça s'appelle les e-games, les serious games. On peut aussi faire voilà, des jeux d'entreprise. Alors, l'année prochaine, en deuxième année, vous allez faire jeux d'entreprise et vous allez voir un petit peu ce que c'est faire. Et parfois, certains recruteurs arrivent dans cette situation-là. Quand vous êtes en mise en situation et que vous vous en sortez bien, ils se disent que peut-être que vous êtes bien placé pour pouvoir trouver des solutions face à leurs problématiques si jamais ils vous recrutent. Et donc, du coup, ils peuvent vous donner donc une chance, une occasion à ce moment-là, effectivement. Alors, normalement, pour augmenter les chances, on va combiner les techniques de sélection. Parce qu'il y a toujours un biais pour chaque méthode, voilà, parce que les méthodes sont souvent limitées. On verra à la fin quelques erreurs qu'il faut éviter, bien évidemment, quelques erreurs, pas toutes les erreurs, qu'il faut éviter dans le cadre d'un processus de recrutement. Mais voilà, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut combiner toutes ces méthodes-là, faire des tests, des entretiens, regarder le CV, la lettre de motivation, tous ces éléments-là qui vont permettre notamment de pouvoir faire une bonne sélection. Alors, sélectionner suppose donc à un moment donné de faire peut-être souvent, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on fait en liste, on procède en liste. Donc, on va avoir une liste de 5 personnes. Donc, on va prendre la décision d'embaucher. La première personne, on va convoquer en disant, bon, monsieur, à l'issue de la procédure de recrutement, voilà, vous semblez correspondre le mieux possible au profil que nous recherchons. On donne un peu de temps éventuellement à la personne pour réfléchir, pour savoir si elle n'a pas trouvé mieux ailleurs ou si c'est vraiment nous qu'elle a choisi. Et donc, effectivement, si cette personne dit mais finalement qu'elle a trouvé mieux ailleurs, elle va passer à la deuxième personne, ensuite à la troisième personne, ainsi de suite. L'idée, c'est pas de faire une liste de 10 personnes ou bien de 20 personnes. Hein. 5, normalement, c'est suffisant. Si au bout de 5, il n'y a toujours rien, ça veut dire que peut-être qu'il y a un problème dans les différentes phases que l'on a définies. On n'a pas été peut-être clair dans la définition le profil de la définition ou l'identification du besoin. On n'a peut-être pas été clair dans le profil que l'on recherche, ou alors le secteur est tellement tendu qu'il faudra travailler un peu sur la partie sourcing, notamment accélérer sur la phase
relation avec les centres de formation, les universités ou les écoles de formation pour former les gens dont on a réellement besoin. Si on n'est pas une grande entreprise, pour créer ce qu'on appelle ses propres universités, ses propres centres de formation. À ce moment-là, il y a des relations qui se font aujourd'hui avec les formations comme l'IAE ou voilà, qu'il faut développer des diplômes en formation continue où ça se fait parfois en interne. La décision d'embauche, dans tous les cas, revient à l'employeur, même si ce dernier doit respecter un certain nombre de principes, de critères dans la loi, quoi. On va évoquer ça vers la fin de ce point du chapitre, notamment la question de la non-discrimination. Voilà, parce qu'il y a la question de la discrimination qui se pose et la loi interdit toute discrimination en se basant sur un certain nombre de critères. On peut avoir 18, on aura le temps de revenir ça sur tout à l'heure. Finissons donc avec la phase d'intégration. Alors, si on a sélectionné, qu'on a pris la décision d'embaucher quelqu'un, il faudra l'intégrer, intégrer donc la nouvelle recrue. Et attention, la phase d'intégration est souvent oubliée ou négligée. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut remettre simplement un livret d'accueil à la nouvelle recrue. Et puis, c'est bon, on lui dit, bah, tiens, voilà ton bureau, voilà ton ordinateur, voilà, tu vas travailler ici avec telle personne, hop. Non, il faut aller plus loin encore. Des fois, bon, la cantine, on présente la personne. Moi, je me souviens que sur un poste dans une grande entreprise française, j'ai été présenté dans le service, on m'a présenté à toutes les personnes de l'étage, c'est-à-dire qu'il y a notre service, je les connaissais, on l'a présenté, mais mon chef de l'époque m'avait sorti du service et m'a fait passer dans d'autres services du même étage. C'est-à-dire, puisqu'à la midi, on allait manger tous ensemble, donc forcément, m'a présenté à des gens, des chargés d'affaires, des secteurs, alors autres, quoi. C'est-à-dire que c'était bien parce que c'est l'occasion de les voir pour une première fois, de savoir que je suis en relation avec tel chef. Et donc, quand je les revoyais à la cantine sans mon chef ou dans les couloirs ou autres, je les saluais, ils savaient que j'étais là. Et puis, voilà, c'était plus facile pour pouvoir communiquer ou échanger sans qu'on soit des étrangers alors qu'on travaille pour la même organisation. Donc, l'organisation, pour revenir à notre coup ici, la phase d'intégration, l'organisation doit s'assurer à l'avance que le salarié disposera des moyens nécessaires pour réussir les premières missions qui vont lui être confiées. Alors, les moyens pour mener à bien cette dernière phase peuvent être plus ou moins onéreux, allant du livret d'accueil, c'est ce qu'on fait du classique, parfois au tutorat, on va passer par le tutorat, jusqu'au stage d'intégration. Alors, le stage d'intégration, c'est où on vous fait voyager 2 jours ou un week-end ou un truc comme ça, où vous allez faire des activités ensemble avec d'autres personnes. Il y aura des conférenciers qui passeront tout ce qui est un peu renforcement d'équipe, ce qu'ils appellent construction ou renforcement d'équipe, team building, des choses comme ça. Bon, on fait tout ça, on passe de bons moments, quoi. Peut-être sur une île, quelque part très loin, ou alors dans une ville, mais, ou en campagne, quelque part qui n'est pas du tout le lieu de travail, ou sortir du cadre pour renforcer les équipes. Ça permet notamment de construire ce qu'on appelle la notion d'esprit d'équipe, la culture d'entreprise, enfin, tous ces éléments-là qui sont vraiment importants après, qui vont être utilisés plus tard, notamment pour la bonne marche de la chose. Alors, la phase donc d'intégration, pour qu'elle soit pour qu'elle participe réellement à la réussite du processus de recrutement, il faudra forcément également renchérir, la nourrir et l'entretenir, comme on dit progressivement. Quelqu'un qui vient d'arriver doit rentrer dans un processus où peut-être qu'il sera le futur tuteur d'un d'une nouvelle recrue future après lui. Donc, forcément, il faudrait que lui soit bien intégré, qu'on puisse bien lui montrer comment fonctionne l'organisation, qu'il puisse se sentir vraiment à l'aise. Et ça va jouer aussi sur la possibilité de démission ou pas. Parce que si c'est bien la nouvelle recrue est bien intégrée, elle a un peu plus de mal à pouvoir fuir, à partir, comme on dit, démissionner. Même si les conditions ne sont pas forcément idéales comme il aurait voulu, au niveau du salaire, au niveau, par exemple, des moyens du travail, de celui-là, une certaine autonomie. Voilà. Tous ces éléments vont participer forcément à réussir la phase d'intégration. Alors, cette phase est vraiment importante dans la réussite du recrutement parce qu'elle va permettre à la personne d'arriver rapidement au niveau de performance souhaité pour son poste. Et c'est tout bénéfice aussi bien pour la personne que pour l'organisation. Donc, d'assurer la bonne adéquation de la personne au poste. Et forcément, si elle va être contente, donc satisfaite, elle va bien s'impliquer et donc devenir fidèle à la personne et devenir peut-être l'ambassadeur de l'organisation dehors en disant ah ben chez nous, parce qu'il y a beaucoup par exemple à la poste, ou enfin, les gens disaient non, chez nous, c'est pas si, chez nous comme si enfin, c'était la maison, mais en fait oui, effectivement, la personne se reconnaît, est fidèle à la maison et son ambassadeur. Alors, cela fait donc 5 étapes définies ici. Ça fait donc ce qu'on appelle le processus de recrutement. Alors, ce processus décrit est un enchaînement rationnel d'étapes
Cependant, certaines phases, comme je l'ai indiqué dès le début, peuvent être court-circuitées lorsqu'il existe de la cooptation ou du parrainage, par exemple, voilà, ça va très vite. Lorsque le recrutement est mené dans l'urgence ou encore qu'il existe une forte pénurie sur le marché du travail. Donc, comme je l'avais dit, voilà. Donc, en conclusion, le recrutement est un processus décisionnel qui permet, et qui peut être long, pardon, et complexe. Sa réussite tient à la bonne conception, donc depuis le début, hein, identification ou autre, et à la mise en œuvre des différentes étapes. Il est important de prendre en compte la question du temps, donc la temporalité du besoin, l'état du marché et le temps d'apprentissage nécessaire. Si on recrute quelqu'un qui vient de sortir de la formation, de DUT GEA, ne connaissant pas les entreprises, effectivement, même si la personne a fait déjà un stage pour valider son diplôme, ce n'est pas évident. Il faut lui donner un peu de temps quand même pour s'intégrer, pour apprendre. L'intégration, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est-à-dire, il y a l'organisation qui fait tout pour donner un bon cadre, un bon environnement à la nouvelle recrue, mais la nouvelle recrue aussi qui doit essayer d'apporter le sien pour vraiment, il faut lui donner du temps pour qu'il puisse vraiment s'initier, comment on dit, pas assimiler, s'intégrer, pour faire simple, dans sa nouvelle, dans cette boîte-là qui l'a recruté. On peut peut-être prendre l'exemple de la boîte, la Quattro RH, c'est un cabinet qui recrute. Vous voyez un peu comment le processus est établi ici. Alors, c'est un cabinet, ça veut dire quoi? Que c'est un prestataire qui va recevoir des missions de recruter et de trouver le bon profil pour des boîtes qui vont les utiliser. Ce n'est pas une boîte d'intérim, c'est des gens qui trouvent des profils pour des organisations. Et donc, pour ça, ils insistent beaucoup sur la partie profil du poste recherché. Et à partir de là, ce qu'eux, ils font simplement, c'est vraiment d'évoluer à différentes étapes. Donc, ce qui est important pour eux, c'est le sourcing, ils s'intéressent beaucoup à ça. Ils font beaucoup aussi la sélection et ils vont présenter à l'entreprise qui va boucler la phase de sélection par ce qu'on appelle la décision d'entreprise. Donc, le candidat va être présenté, mais en même temps, le cabinet aussi va être derrière pour insister sur le fait que s'ils ont présenté ce candidat, c'est parce que cette personne profite. Alors oui, donc j'ai pris l'exemple de Quattro juste pour illustrer un petit peu la chose. Hein, comme je l'ai dit, ici on voit qu'il y a une première phase de sélection, une seconde phase de sélection, un premier entretien. On va réduire donc la liste donc, des personnes qui peuvent correspondre au poste qui a été identifié. Et ensuite, on va présenter donc cette short list aux différents candidats et ça permettra de déboucher bien évidemment sur l'étude du dossier, donc qui va être étudié par différentes personnes. Et à ce moment-là, on va définitivement choisir le candidat qui correspond donc au profil recherché, enfin, aux besoins qui ont été identifiés. Bon, alors, j'ai parlé des étapes, au moins qu'on peut retrouver des 5 étapes. Maintenant, concrètement, alors, quand on fait une identification de besoins, ça débouche sur quoi? Quand on fait le profil de poste, qu'est-ce qu'on met dedans? Ensuite, l'annonce qui va être mise, comment c'est dedans? Donc, concrètement, vais présenter donc quelques éléments ici, voilà, comme ce qu'on appelle la fiche de fonction. Donc, l'étude du besoin va permettre notamment d'établir ce qu'on appelle la fiche de fonction. Alors, la fiche de fonction ici, c'est un document objectif et impersonnel qui va permettre de décrire le contenu, c'est-à-dire ce que la personne doit faire, hein, donc le besoin de l'emploi considéré, le poste, les tâches qui seront exécutées par la personne qui sera embauchée. Vous allez voir là un petit exemple voilà, que vous avez déjà sur vos supports hein, de cours, donc je ne reviens pas dessus, simplement c'est la partie là qu'il faudra simplement remplir dans le support que vous avez. Ensuite, la fiche de fonction va permettre notamment de fabriquer ce qu'on appelle le profil de poste, comme on l'a dit. Le profil du poste ici, c'est réalisé avant chaque embauche, naturellement, il implique une définition la plus complète possible et proche de la réalité organisationnelle. Il va fixer ici les exigences en qualification requises. Il récapitule les compétences, savoir-faire, capacités, caractéristiques professionnelles, diplômes exigés pour occuper le poste, qui fait l'objet, bien évidemment, de l'embauche et de la fiche de fonction que l'on a évoqué dans la diapo précédente. Donc, ce document se présente souvent sous la forme d'un tableau qui récapitule les exigences. Alors ici, ce n'est pas l'exemple standard hein, dans ce qu'on va aborder, ce n'est pas ça, mais vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, la tête que cela peut avoir. Donc ici, un service commercial, fonction, assistance commerciale, ainsi de suite. Et on voit, donc là, clairement, euh, ce qu'il faut. Hein.
âge supérieur à 20 ans, différents bac plus de DUT, TVC ou ETC ou alors BTS, Action Co. Ça peut être autre chose, hein, mais en tout cas bac plus 2. Mais le profil vraiment idéal que l'on recherche, c'est TC ou tout ce qui est communication ou autre. On cherche un assistant commercial. Expérience, aptitude, voilà, les éléments qu'on a mis ici. Donc, on regroupe ici quand même des regroupements, hein, savoir, savoir-faire. Bon, et puis quelques éléments qu'on appelle des aptitudes, mais savoir-être ou autres qui sont aussi abordés dans ce cadre-là. Donc, on peut retrouver facilement. Il y a également un élément important qui n'est pas souvent pris en considération, mais qu'il faut absolument évoquer, c'est ce qu'on appelle le coût prévisionnel de l'embauche. Parce que si on estime le coût prévisionnel de l'embauche et qu'on voit que ça coûte plus cher que de recruter quelqu'un en intérim, eh bien, on ne va pas se prendre la tête à vouloir passer tout un processus qui va coûter cher parce qu'il ne faut pas l'oublier, un recrutement peut coûter en moyenne 7 000 euros. Tandis que si on prend un intérimaire, ça dépend du temps sur lequel on le prend et puis ce qu'il y a à faire. Les boîtes d'intérim étant, il y en a beaucoup, hein, donc forcément, eh bien, parfois, si on évalue le coût et qu'on voit que ça coûte trop cher, eh bien, on va peut-être demander à une boîte d'intérim de faire le travail pour nous. On va externaliser, par exemple, le processus. Donc ici, forcément, le coût d'un salarié va prendre en compte ce qu'on appelle les charges directes. Donc, salaire brut, charges patronales. On va prendre dedans ici ce qu'on appelle les primes exceptionnelles, les avantages en nature, les congés payés, les taxes et impôts divers. Et puis, ce qu'on appelle les charges indirectes. Donc, il y a un coût administratif. Quand on envoie la fiche de paye, forcément, ce n'est pas à la poste. Donc, ça va coûter les timbres. Donc, forcément, ça va coûter quelque chose. Et puis, d'autres éléments administratifs qui correspondent à l'embauche. Il faut payer aussi l'URSSAF, suite des choses. Il faut payer des organismes, les visites médicales, il faut aussi les prendre en considération. Beaucoup de choses vont prendre prises en considération. Donc, on va estimer donc, le coût prévisionnel de l'embauche. Dans un exemple ici rapidement, mais dans le TD qu'on peut avoir relation avec ça, je vais vous proposer donc un tableau, vous allez voir concrètement comment cela peut éventuellement se présenter. Donc ça, c'est vraiment très, très light, c'est juste pour avoir une petite idée. Donc, salaire brut, charge patronale, c'est quand même important ici, 57%. C'est pour ça qu'on dit en France que ça coûte trop cher d'embaucher. C'est ce qu'ils disent par là. Hein. C'est-à-dire que c'est 57% de salaire, c'est-à-dire que vous payez 1 200 euros brut à la personne. Non seulement l'État va prendre ce qu'on appelle les charges salariales de l'impôt dessus. Les charges salariales, c'est la participation du salarié en fait, à la protection sociale. Donc, on ne va pas évoquer ça comme ça ici. Et puis, il y a les charges patronales que le patron va payer en plus quelque chose. Donc, en fait, par mois, la personne va peut-être recevoir, disons, 1 000 euros comme salaire net, ou peut-être, oui, 1 000 euros, mais l'entreprise va payer 1 916 euros en son nom. Ça fait quand même beaucoup, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si jamais il y a une prime qui se rajoute, donc à l'année, ça va faire quasiment 24 000 euros, 25 000 euros, pardon. Donc, ce que je mettais dans charge indirecte comme coûts administratifs et autres, c'est taxes et impôts, frais indirects administratifs. Donc, ça peut être 1%, 2% ou 3%. Donc, vous voyez, facilement, à l'année, la personne va coûter 26 402 euros. Alors qu'effectivement, il n'y a peut-être pas besoin. Non, pas besoin. C'est-à-dire que si c'est les 1 200 euros qu'on payait uniquement à la personne, fois 12, vous voyez, on est peut-être autour de 13 000 euros. Donc, ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'on dit qu'en France, ça coûte cher. Et puis, une fois que l'on a défini, qu'on est avec le coût prévisionnel, on voit que bon, ça rentre un peu dans le budget qui est prévu. À ce moment-là, effectivement, il faudra lancer la procédure de recrutement en regardant aussi bien la fiche de poste que le profil recherché et la fiche de fonction, pardon, que le profil recherché. Et c'est là que l'on va décider de ce qu'on appelle l'annonce. Et c'est là qu'on met en place donc l'annonce. L'annonce, donc, c'est diffusé dans la presse ou les revues spécialisées ou les job boards, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. C'est donc les documents préparatoires qui étaient élaborés, une fiche de fonction, fiche de poste, qu'on va fabriquer ça. Donc, dessus, on doit voir un certain nombre de choses. Voilà, ce qu'on va appeler le nom de l'entreprise ou le numéro de l'annonce dans le journal, de façon à ce que la personne qui va répondre puisse envoyer des réponses ou bien postuler en indiquant clairement à quelle offre postuler. C'est pour ça qu'il faut référencer. Ce sont des éléments importants pour savoir si une annonce est claire, précise, et ainsi de suite. La nature du poste, il faut indiquer, par exemple ici, assistant de direction. Les fonctions principales exercées, il faudrait prendre ça en considération. Le niveau d'études et l'expérience éventuelle, la rémunération éventuelle, la date limite de réponse,
Et bien évidemment, quand on est intéressé par l'offre, de savoir à qui il faudrait s'adresser. Est-ce que ça va être par mail, par lettre postale, par téléphone? Il faut renseigner toutes ces informations-là que l'on peut trouver à ce niveau-là. Alors, comme je l'avais dit dès le début, dans la phase de sélection, même dans la rédaction de l'annonce, hein, il faudrait veiller à ce qu'il n'y ait pas des éléments de discrimination qui se posent. C'est ce que nous allons aborder ici, le cadre légal, qu'on va dire ici. Donc, clairement, les informations qui m'ont demandé lors du recrutement doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé, parce que c'est la loi qui l'oppose, hein, le code du travail, hein, comme vous pouvez le voir. La question de la discrimination, de la non-discrimination que j'avais évoquée, c'est au moins 18 critères, hein, qui sont retenus par la loi que l'on peut trouver ici. L'idée, c'est qu'aucune personne ne devait être écartée d'une procédure de recrutement parce que c'est un homme ou une femme. Ça veut dire que sur l'annonce, on doit éviter de distinguer clairement ces éléments en disant on cherche uniquement une femme, on cherche uniquement un homme. Bon, en interne, ce que les gens font, c'est autre chose. C'est mœurs. Est-ce que la personne aime bien être en 4x4, en 4x4, enfin, ce genre de choses, ou aime bien fumer, bien boire, enfin, ce genre de mœurs, c'est voilà, c'est privé ça. Son orientation sexuelle, sa situation familiale, de grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou non, ou frère ou supposé à une ethnie, à une nation, à une race, ses opinions, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir ici, un ensemble de critères sont pris en considération. On en a à peu près 18. J'espère que bientôt, il n'y en aura pas qui ne vont pas s'ajouter ou bien partir. C'est possible. Dans tous les cas, les candidats doivent être informés des techniques et méthodes de recrutement qui sont utilisées. C'est très important. Nous allons finir donc ce premier point du chapitre 4 en évoquant ce qu'on appelle les erreurs qu'il faudrait éviter de commettre dans le cadre d'un processus de recrutement. Ces erreurs sont notamment ce qu'on appelle l'effet de halo, l'erreur fondamentale d'attribution, l'effet de cobaye, le biais de projection, l'effet de primauté, etc., etc. Alors, l'effet de halo, c'est quoi? C'est la contamination positive ou négative de l'évaluation par les éléments du contexte. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, un candidat qui est poli, on se dit, ah ben tiens, lui, il est soucieux de la hiérarchie. Pas forcément. Il peut être poli juste pour, le recrutement et peut-être que dans les faits ou dans la réalité ou dans sa vraie vie, il en est peut-être rien, absolument rien. L'erreur fondamentale d'attribution ici, c'est quoi? C'est que vous aviez des comportements, on va dire, ou des réactions du candidat, parce que dans le contexte, il est très stressé, ou alors il est en retard, ou il est en train de trembloter, ou alors c'est un candidat qui forme un peu… Il n'est pas arrogant, mais la manière de parler, de se présenter ou autre, tout de suite, on se dit, eh bien, c'est un candidat, lui, ça ne peut pas le faire, quoi. Par un candidat qui est anxieux, parce qu'il y a un caractère agressif du recruteur. Le recruteur qui a peut-être eu des problèmes personnels ou des choses qui font qu'arriver là, n'a pas su totalement se maîtriser. Notamment quand on a un jury de recrutement, 4 ou 5 personnes, il peut arriver qu'un dedans ne soit pas bien formé à certains éléments. Ça peut arriver. Hein. Et du coup, ben, il pose des questions un peu dures ou autres au candidat. Du coup, le candidat est tellement stressé, il n'arrive pas à se contenir. Est-ce que ça veut dire que le candidat n'est pas compétent sur le besoin? Pas du tout. Donc, il faut faire attention à ces erreurs-là et à ces différents éléments à prendre en considération. L'effet de cobaye ici, c'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. En fait, comme le candidat sait qu'on va le recruter, il essaie de tout faire pour matcher, quoi. Donc, il va essayer de faire la tchatche, de se plaire, quoi, de faire vraiment bien, de modifier ses comportements et attitudes. Mais en fait, une fois recruté, les possibilités que cette personne change, voilà, c'est caméléon, vrai caméléon, quoi. Donc, il faut faire attention à ces effets cobayes. Il y a aussi ce qu'on appelle le biais de projection. Ça veut dire que si j'aime bien le golf et que le candidat dit, ah ben tiens, ses hobbies, c'est le golf, je dis, ah ben tiens, je le verrais bien comme un bon collaborateur, comme ça on pourra jouer au golf ensemble. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'éviter ces situations-là. Ou alors de dire, ah, moi je suis un bon bricoleur, peut-être qu'un samedi, comme ça, je peux l'inviter chez moi, hein, si c'est un bon collaborateur, eh ben, il pourra me dépanner pour fixer 2 ou 3 panneaux ou, voilà, ou des tôles, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, il ne s'agit pas de dire il aime bien le bricolage, j'aime le bricolage, donc forcément, on doit s'entendre. Non, attention, il faudrait éviter ce genre d'erreur. Il y a aussi un dernier
type d'erreur que l'on doit éviter. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais je m'arrête simplement à ça. L'effet de primauté. Donc, l'importance démesurée de la première impression que l'on peut avoir sur quelqu'un. Un candidat qui est de petite taille, on lui dit, oula, ça fait bizarre. Non, 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 il faut éviter ces situations-là. Il y a peut-être un candidat qui arrive comme ça, et qui regarde en fixant les gens des yeux, par les yeux. Est-ce que ça veut dire qu'il a surconfiance en lui-même? Pas forcément. Un candidat qui arrive et qui ne veut pas s'asseoir, ainsi de suite. Voilà, je rappelle. C'est les premières impressions. Vraiment, ça joue, hein, c'est vrai, hein, quand vous êtes à la place du candidat, mais vous êtes à la place du recruteur, il faut faire très attention à ça. Alors, donc, voilà. Ce premier point du chapitre 4 est terminé. Nous allons donc euh, nous retrouver très vite sur le point suivant. Et ce point suivant va concerner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En attendant, je vous dis à très, très vite.